Quelle est la place des femmes en sciences aujourd'hui? La situation s'est bien sûr améliorée depuis les dernières décennies, mais il reste encore un bout de chemin avant d'atteindre l'équité. Des statistiques montrent qu'il existe un grand écart entre les hommes et les femmes. Entre autres, que les hommes choisissent beaucoup plus de carrières scientifiques que les femmes. L'un des facteurs qui expliquerait cela serait un manque de modèles féminins pour les jeunes filles. Mais ce ne sont pas les modèles qui manquent. J'ai été, lors de ma formation, en contact avec plusieurs femmes chercheurs d'exception. C'est pour mettre toutes ces femmes en valeur qu'un groupe d'étudiants et d'étudiantes du Centre intersectoriel en santé durable de l'Université du Québec à Chicoutimi a eu l'idée de mettre sur pied un projet que nous vous présentons aujourd'hui, Lumière sur les femmes en sciences. Afin de vous les faire connaître davantage, nous souhaitons vous présenter des femmes au parcours scientifique remarquable mais souvent méconnu, et pourquoi pas encourager et inspirer les jeunes scientifiques de demain. Dans chaque épisode, nous vous présenterons le portrait de deux femmes de notre époque ou du passé, en plus de vous présenter une entrevue réalisée avec une chercheure travaillant actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présenterons le portrait de Rachel Carson et Alice Ball. Mais tout d'abord, Laurence Gagnon a reçu en entrevue Cynthia Gagnon, professeure à l'Université de Sherbrooke sur le site de Saguenay et directrice scientifique du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. Bonjour Cynthia, merci beaucoup d'avoir fait cette entrevue pour le projet Lumière sur les femmes en sciences. Qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger vers une carrière académique? En fait, je suis ergothérapeute de formation, donc j'ai étudié dans le domaine de la réadaptation. Donc, je visais vraiment vouloir aider les gens dans leur quotidien. J'ai fait mes études à McGill, puis j'ai eu la chance de participer en fait à un stage en recherche. On avait des cours optionnels. Puis j'avais un professeur qui m'intéressait beaucoup, donc j'avais décidé de travailler avec. Et c'est vraiment là que j'ai eu l'appel en fait de la recherche. Je suis une fille curieuse de nature. J'ai pratiqué par la suite quelques années. On m'a proposé de pratiquer, que ça serait bien, puis que j'y reviendrais de toute façon. Et effectivement, après quelques années, j'avais trop de questions non répondues. Donc, par la suite, en fait, j'ai commencé mon processus aux études supérieures, puis j'ai continué le parcours pour devenir chercheur quelques années plus tard. Donc, vous aviez dit que vous êtes allé à McGill, mais c'est quoi? Pouvez-vous nous décrire votre cheminement scolaire? J'ai fait mon bac à McGill parce que pour moi, c'était important, en fait, de pouvoir m'exprimer en anglais. Je savais pas trop encore pourquoi, parce que je me prédestinais à être ergothérapeute, donc c'était pas très utile, mais j'avais cette envie-là. Donc, j'ai fait mon bac à McGill. Par la suite, je suis retournée ici en région. Et là, j'ai eu la chance, en fait, qui était assez extraordinaire à l'époque, d'être la première cohorte d'études à distance de l'Université de Sherbrooke pour une maîtrise en sciences de la santé. Et donc, c'était nos professeurs qui venaient nous donner nos cours à chaque semaine. J'ai d'ailleurs eu Dr. Hébert, qui a été un des ministres de la Santé, qui se déplaçait pour venir nous donner nos cours. Par la suite, en fait, j'ai fait un doctorat à l'Université Laval, mais tout en voyageant, parce que j'avais à ce moment-là ma famille qui était déjà en train de se créer. Donc, je voyageais à toutes les semaines. Puis par la suite, j'ai fait mon post-doctorat à l'Université de Montréal en évaluation et intervention des santé. Là, j'étais gâtée, les tarifs d'avion étaient très bas, donc je me promenais chaque semaine en avion pour aller suivre une journée et demie de cours là, à l'extérieur. Comment assurez-vous votre rôle en tant que chercheuse de genre féminin dans votre environnement? Bien, en fait, je pense que ce que j'aime beaucoup, puis j'ai demandé à mes enfants ce midi qu'est-ce qu'ils retenaient de ma carrière comme femme en sciences et maman. Puis ils ont dit, bien, tu travailles beaucoup, mais il y a aussi beaucoup le travail d'équipe. Ils ont dit, tu nous parles souvent de ton équipe, tu nous parles souvent du plaisir que tu as à être en équipe. Moi, je dis souvent que j'ai une tribu familiale puis j'ai une tribu en recherche. Donc, j'aime beaucoup ce principe-là. Puis je pense que ça, c'est un aspect peut-être pas plus féminin, mais moi, comment j'ai voulu le faire, j'ai voulu créer une équipe puis faire beaucoup de mentorat. J'aime beaucoup faire du mentorat, autant auprès des étudiants, de mes professionnels de recherche, mais aussi, en fait, des autres professeurs qui sont à un stade de carrière plus jeunes que moi. Il y a des défis particuliers à être une chercheure au féminin. Puis, je donne beaucoup de mentorat, autant à des collègues masculins que féminins, là, mais j'ai comme une approche un peu particulière ou des conseils particuliers là, pour les filles là, qui rentrent dans ce domaine-là. Donc, avez-vous déjà rencontré des difficultés face à votre cheminement professionnel lié au fait que vous êtes une femme? Je ne sais pas si je dois parler de difficultés. Bien, d'abord, il faut se refaire une image aussi de nous. Tu sais, moi, j'ai eu l'image de ma mère, bon, qui était à la maison, qui préparait les repas, qui était là à 4 heures. Il a fallu que je m'enlève de l'idée que ça voulait dire être une bonne maman.
Hein? Être une mère, ça peut être fait de plusieurs façons. Donc, des fois, j'étais à l'extérieur, des fois, j'étais pris par le travail, des fois, à 8 heures, je recommençais à travailler. Donc, je pense que c'est plus une image qu'on doit se recréer nous-mêmes, parce que souvent, c'est un propre sentiment de culpabilité qu'on vit. Je pense que, oui, il y a des pressions externes, mais si, après ça, on s'assume bien dans notre rôle, puis on en est fier, puis on l'a assumé, bien, je trouve que là, les difficultés commencent à diminuer. Souvent, je pense que c'est beaucoup en réaction qu'on vit ces difficultés-là, puis ils existent, là. Je vous dis pas qu'ils n'existent pas. Dernièrement, je me suis battue encore pour la reconnaissance, en fait, que lors des congés maternité, il y avait un avantage qui nous était enlevé, puis je me suis battue encore dernièrement pour le faire reconnaître que c'était pas acceptable, ce genre de préjudice-là, en fait, envers la maternité ou les congés préventifs, ces choses-là. Fait que je pense qu'il y a encore des défis, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent du fait qu'on veut soit se calquer au modèle masculin. Il y a aussi les critères d'évaluation. Donc, quand on est évalué pour notre carrière, nos subventions, il y a des critères qui, en fait, peuvent être un biais, comme aller à l'international. Quand je viens d'accoucher, j'allaite, j'ai les jeunes bébés, c'est sûr que je vais moins aux congrès internationaux. Par contre, j'ai trouvé des façons de l'amener dans mon CV ou de l'écrire pour démontrer que quand j'y vais, bien, ça vaut la peine. J'ai fait des collaborations, j'ai écrit des papiers, j'ai fait des demandes de subventions. Donc, je pense qu'il y a une façon de l'arranger, mais c'est dommage parce que ça ne devrait pas. Mais c'est encore présent, c'est sûr. Quelle est, selon vous, votre plus grande réussite et votre plus grande fierté en carrière? Je pense que, en fait, ça va peut-être vous étonner. C'est pas nécessairement en sciences, malgré que j'ai des beaux succès. Puis je pense que, bien, en fait, je m'intéresse aux maladies rares, donc aux maladies neuromusculaires plus prévalentes ici dans la région. Je pense qu'on a eu vraiment un impact sur la vie des gens. On produit des guides de pratique qui maintenant sont publiés dans plusieurs langues dans différents pays. J'ai le témoignage de plusieurs patients qui viennent voir après des conférences à l'international, qui viennent nous dire, tu sais, c'est important ce que vous faites, on est content que vous vous intéressiez à notre maladie ou au sujet que vous parlez. Fait que ça, je pense que j'ai eu un impact. Mais celui dont je suis le plus fière, en fait, je pense que c'est tout le mentorat de voir les jeunes étudiants progresser. J'en ai au bac, il y en a plusieurs qui bougent à la maîtrise avec moi, qui continuent au doctorat. Mes professionnels de recherche, j'en ai plusieurs qui se sont placés dans des meilleurs postes, donc des postes, je veux dire, avec une sécurité d'emploi, des postes avec des beaux défis. Donc ça, je pense que moi, je suis fière de transmettre ça. Je m'implique beaucoup dans l'expo-science. J'aime ça, donner aux jeunes le goût de la science, puis les voir comme réussir, puis être fiers, puis voir qu'est-ce que ça peut apporter. Fait que ça, je pense que c'est ça, je dirais, mon plus grand succès que moi, je vais retenir, en tout cas pour moi. Là, je sais que vous travaillez peut-être à l'UDS ou à l'UQAC, donc pouvez-vous nous expliquer un peu, exemple, est-ce que vous travaillez à l'UQAC ou à l'UDS? Ou... Oui. Bien, en fait, l'Université de Sherbrooke a développé un programme en collaboration avec l'UQAC pour la formation de premier cycle en médecine dans la région. Suite à ça, en fait, l'Université de Sherbrooke se doit d'avoir des chercheurs locaux, donc d'avoir une équipe de recherche locale. Donc, ils ont procédé à l'engagement de ce qu'on appelle entre guillemets, là, des professeurs qui sont plus dédiés à la recherche qu'à l'enseignement. Donc, moi, je faisais partie de cette cohorte-là. En fait, j'ai eu la chance, après mon postdoc, d'être engagée directement à l'Université de Sherbrooke, ici à Saguenay, pour développer mon équipe de recherche. Mais en fait, j'avais déjà eu un beau cadeau, en fait. J'ai rencontré le docteur Jean Mathieu, qui est le neurologue chercheur à la Clinique des maladies neuromusculaires. C'est avec lui que j'ai commencé mon processus de maîtrise de doc et qui est encore mon mentor aujourd'hui, que j'appelle encore au moins une fois par 2 semaines, mais qui est vraiment la personne qui m'a poussée à aller plus loin, qui a cru en moi, qui a dit, écoute, non, vas-y, là, t'es capable, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment lui qui m'a formée. Puis c'est grâce à lui, en fait, que maintenant, je suis la directrice du groupe de recherche interdisciplinaire en maladies neuromusculaires, le GRIM, donc qui est situé dans les locaux de l'hôpital de Jonquière, à côté de la clinique neuromusculaire. Fait que c'est vraiment, mon poste est à Sherbrooke, mais je suis principalement chercheur. J'enseigne un peu au programme de baccalauréat en ergothérapie, de maîtrise maintenant, excusez, et aussi aux études graduées, donc les programmes de maîtrise, doctorat en sciences de la santé. Rachel Carson est une biologiste américaine née à Springdale, Pennsylvanie, en 1907. Elle a grandi sur une ferme où sa mère l'introduisit à la nature en la faisant jouer dans les forêts et les ruisseaux autour de leur maison. Elle lui montra aussi à écrire et c'est ainsi qu'elle développa les 2 passions qui firent sa renommée. Carson n'a pas eu d'enfant, mais à 50 ans, elle adopta son petit-neveu de 5 ans suite au décès de l'une de ses nièces. Elle débuta ses études au Collège de Pennsylvanie pour les femmes et les poursuivit ensuite en biologie. Elle obtenu un baccalauréat dans cette même discipline et elle décida de continuer ses études à la maîtrise en zoologie à l'Université Johns Hopkins, grâce à des bourses d'études. L'obtention de telles bourses était un accomplissement en soi en 1929 pour une femme. Elle eut sa première expérience avec l'océan lors d'un programme de bourse qui lui permit de travailler pour le US Marine Laboratory.
durant un été au Massachusetts. Après ses études, elle s'est jointe à la faculté de l'Université du Maryland, où elle a enseigné durant 5 ans. Elle fut ensuite la seconde femme à être engagée par le US Bureau of Fisheries. Elle resta au sein de cet établissement gouvernemental durant 15 ans en tant que biologiste marine. Elle y pratiqua alors ses 2 passions, l'écriture et la nature, en rédigeant les publications émises par le bureau. Elle fut nommée rédactrice en chef durant ses 3 dernières années en poste. C'est en 1941 qu'elle publie son premier livre, Under the Sea Wind, qui fut très apprécié en raison de sa justesse scientifique et de son écriture élégante. C'est son second livre, toutefois, qui fut son premier best-seller, The Sea Around Us, publié en 1951. C'est le succès de ce livre qui lui permit de se concentrer sur l'écriture et de quitter le bureau des pêches. Alors qu'elle était toujours associée au US Bureau of Fisheries, Carson développa un intérêt important pour les pesticides et leur impact notable sur la vie aquatique. En 1945, ses inquiétudes se sont accélérées face à l'annonce de l'introduction du DDT comme pesticide. Les effets de ce dernier se faisaient déjà sentir au niveau des écosystèmes marins. Elle accumula de l'information sur l'utilisation de ce pesticide durant plusieurs années, avec l'aide d'anciens collègues du Bureau des pêches. Ces derniers lui permirent d'obtenir rapidement de l'information sur les plus récentes recherches concernant l'utilisation du DDT. Elle publia, en 1962, après des années de recherche, son livre le plus influent, Silent Spring. Ce dernier livre démontre que l'écosystème planétaire atteignait les limites de ce qu'il était capable d'endurer. Il avertissait contre l'utilisation des pesticides et leurs conséquences. Elle reçut des menaces de poursuites provenant d'entreprises travaillant dans le milieu des produits chimiques. Ses écrits furent le sujet d'une enquête ouverte à la demande du président John F. Kennedy. Silent Spring eut un impact important sur l'environnementalisme moderne. En plus de l'importance que Carson eut dans ce domaine, ses écrits sur l'histoire naturelle de la mer furent tout aussi importants et eurent de grandes retombées. Elle décéda en 1964 des suites d'un cancer du sein à l'âge de 56 ans, sans connaître les conséquences de ses travaux. Après la commission menée à la demande du président Kennedy, le DDT fut banni des États-Unis en 1974. Elle reçut plusieurs honneurs en lien avec ses livres, notamment le Fish and Wildlife Service, anciennement le Bureau des pêches des États-Unis, nomma l'un de ses refuges du Maine en son nom. S'il y avait une chose que vous pouviez changer dans le cadre de votre profession, qu'est-ce que ça serait? Ce que je changerais, en fait, c'est que j'ai un combat de plus longtemps, c'est que les maladies rares, ça touche une personne sur 10 ou 12, dépendamment, mais il n'y a pas encore beaucoup de recherche en maladies rares qui se fait parce que les gens pensent que individuellement, c'est rare, mais collectivement, c'est quand même 2,8 millions de Canadiens présentement qui sont touchés. Donc, c'est plus que, par exemple, le diabète. Présentement, mais malheureusement, le volume de recherche qui se fait, l'attention qui est portée au niveau du développement des essais thérapeutiques, des médicaments, des soins et des services de santé est encore beaucoup en retard par rapport, mettons, à l'Europe, où il y a beaucoup de programmes dédiés à ces maladies-là. Donc, je pense que moi, pour ma paroisse, je dirais que ces gens-là ont des problématiques importantes puis qui méritent qu'on s'y intéresse aussi. Donc, je pense que c'est ça que je changerais si j'avais le choix. Quel conseil donneriez-vous à de jeunes étudiantes qui veulent, comme vous, devenir chercheuses plus tard? Je pense que le premier, c'est puis ça va avoir de l'air cheesy, mais c'est de rester authentique, c'est-à-dire de toujours garder notre saveur, soit comme femme ou comme personne ou comme individu. Puis oui, la science, des fois, ça peut être assez rigoureux, mais les gens qui me connaissent savent aussi que je suis capable d'être quelqu'un qui est dynamique, qui est capable de faire le party, mais en même temps qui a une certaine rigueur scientifique. Fait que je pense qu'il faut rester authentique puis s'accepter là-dedans puis se définir comme tel. Je pense que la deuxième chose, le deuxième conseil, c'est de bien équilibrer notre vie parce que c'est facile de se laisser aller puis de vouloir toujours atteindre la perfection. Mais moi, je dis toujours que la perfection, c'est l'ennemi de l'optimisation. Donc, puis ça, souvent, on a tendance à vouloir atteindre toujours la perfection, puis souvent, c'est pas nécessaire. Donc, je pense que c'est la deuxième chose. La troisième, c'est d'intégrer un peu notre famille dans cette dynamique-là. En fait, pour moi, j'ai trouvé plein de trucs pour quand je partais en congrès, c'était super excitant. Donc, ça demandait un peu plus d'ouvrage, mais je faisais un calendrier de surprise. Puis là, il y avait le droit à quelque chose qu'il n'y avait jamais le droit, genre du McDo, ou de manger des chips à 8 heures le soir, ou d'écouter 3 vidéos en ligne que j'avais louées avant. Puis les enfants étaient impliqués. Des fois, je les faisais corriger, ou je les faisais... Bon, je recorrigeais après, mais je les impliquais dans le travail. Fait que je pense qu'il faut qu'ils connaissent ce qu'on fait, puis qu'ils puissent s'impliquer là-dedans. Comment envisagez-vous votre futur au sein de notre établissement d'enseignement?
Bien, je pense qu'on a commencé une belle collaboration avec le 6D, donc je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans les prochaines années, c'est vraiment, dans le fond, de développer, je dirais, les mines d'or régionales. J'appelle ça les mines d'or régionales. Une, évidemment, c'est, dans le fond, la surprévalence de certaines maladies neuromusculaires. Fait que pour moi, je pense que ça peut devenir un champ de recherche vraiment important pour la région et où on a un potentiel. En fait, il y a des travaux qu'on fait qui sont repris vraiment à l'international de façon importante. Puis on est vraiment les leaders de ces programmes-là. Donc, je pense qu'il faut cibler certains domaines où on a vraiment des expertises particulières, puis être capable de les potentialiser là, à travers la collaboration. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus le rôle d'une ergothérapeute? L'ergothérapie, en fait, c'est d'optimiser, dans le fond, la participation dans les activités quotidiennes. OK, ça veut dire manger, s'habiller, etc., mais aussi dans toutes nos activités sociales, c'est-à-dire vraiment être capable d'aller travailler, d'être un parent, d'être aux études. Puis l'idée, en fait, c'est de partir de la personne, de regarder ce qu'elle est capable de faire, puis ce qu'elle a le plus de difficultés, puis d'offrir, dans le fond, soit des adaptations. Donc, ça peut être un fauteuil roulant, ça peut être un bureau ajusté à bonne hauteur. Puis c'est toujours à travers l'activité. Donc, l'activité est la clé. Donc, si la personne aime cuisiner, on va faire la réadaptation, exemple, de son membre supérieur en lui proposant des activités de cuisine. Parce que pour que la personne soit motivée, il faut que ce soit une activité qui soit signifiante pour elle. On va aussi beaucoup travailler au niveau de l'horaire occupationnel. C'est-à-dire que si la personne a des problèmes de fatigue, bien, on va l'aider à mieux gérer ses activités dans la journée. Pouvez-vous faire un lien entre votre profession d'ergothérapeute et maintenant votre profession de recherche? Un de mes éléments de mon programme de recherche, c'est vraiment d'expliquer la réalisation des habitudes de vie dans le quotidien des gens, puis comment leurs maladies neuromusculaires les affectent. Puis c'est quoi les éléments les plus importants? Donc, souvent, quand on parle de maladies neuromusculaires, par exemple, on parle de perte de force musculaire, mais il y a aussi une panoplie d'autres symptômes. Donc, on peut avoir des problèmes de fatigue, on peut avoir des problèmes au niveau des atteintes exécutives, planifier notre tâche. Donc, souvent, dans les travaux que je fais, en fait, ce qui m'a apporté l'ergo, c'est d'avoir la vision holistique. Donc, dans mon programme de recherche, dans le fond, j'ai des gens, je vais regarder, par exemple, leur capacité à aller au travail. Je vais avoir des sociologues, je vais avoir des ergos, je vais avoir des physiothérapeutes. Quand on parle de programme d'activité physique avec Élise, je vais avoir des biopsies musculaires, je vais avoir de la transcriptomique, de la génétique, de l'épigénétique. Donc, je regarde vraiment toujours d'un point de vue holistique et ça vient vraiment de mon background en ergo, où la difficulté à réaliser une activité n'est jamais intrinsèque à la personne uniquement. Il y a toujours des facteurs environnementaux, il y a des facteurs sociétaux, il y a des facteurs physiques. Fait que c'est vraiment, je pense, que ce que ça m'a amené de plus important là, dans ma profession. Et l'autre chose, en fait, je pense que ce que ça m'a apporté aussi, c'est beaucoup l'horaire occupationnel que j'applique dans ma propre vie puis que j'essaye, en fait, de mentorer les gens, c'est-à-dire que il faut choisir les activités qu'on va faire puis essayer de s'assurer de garder un équilibre dans tout ça. Puis je suis pas toujours très bonne, mais j'essaye de me rajuster. Donc, pouvez-vous nous parler de votre rôle de directrice du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires? En fait, moi, je me suis toujours comparée, puis en fait, je dis toujours que moi, je suis un peu comme un chef d'orchestre. Donc, je sais jouer d'aucun instrument vraiment, mais je suis capable de m'ajuster si la musique ne fonctionne pas, de donner des solos à des gens qui sont en émergence, d'être capable d'en aider aussi à travers ça. Fait que pour moi, c'est vraiment, puis durant la pandémie, j'ai vraiment vu ça encore plus parce que là, je m'occupais aussi de santé mentale, d'organisation au travail, etc. Fait que c'est vraiment d'être capable de réunir des gens pour qu'on soit capable de faire un projet de recherche qui est encore plus important. L'autre chose qui est importante aussi dans la direction scientifique, c'est d'être capable de voir en avant. C'est-à-dire que les projets prennent entre 2 et 5 ans à être financés. Donc, il faut déjà que dans ma programmation, j'ai déjà ce que je veux faire dans 5 ans. J'ai déjà le chemin, puis je le sais qu'il faut que je mette, OK, ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là, puis dans 5 ans, on va être rendu là. Mais ce que ça veut dire, c'est que faut être très organisé, puis il faut être capable aussi de voir ça va être quoi, dans le fond, les perspectives d'avenir, la prochaine étape. Fait que c'est des choses comme ça, je pense, qui sont mon rôle. Puis comme je l'ai dit, là, le rôle de mentorat là, auprès d'un peu tout le monde. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur les maladies neuromusculaires génétiques chez l'adulte? Une seule rencontre, en fait, quand j'ai voulu commencer mes études à la maîtrise, j'ai parlé un peu dans mon entourage qui était vraiment de la réadaptation. Puis ils m'ont dit, bien, la seule personne qui en fait, c'est Dr. Jean Mathieu. Bon, fait que va le voir. Fait que je m'installe dans son bureau. Il est neurologue à la clinique des maladies neuromusculaires. Je le connais pas. Je m'assois puis j'explique que je veux faire un projet en pédiatrie sur la poursuite visuelle des enfants ayant une hypotonie légère du développement. Il me regarde, il dit « Oui, tu connais-tu quelqu'un de bon là-dedans? » J'ai dit « Non. » J'ai dit « Moi, je trouve ça super intéressant, mais non. » Bon, il dit « Écoute, ça, tu pourras faire ça au doctorat, mais à la maîtrise, ce qui est vraiment important, c'est l'équipe.
sais, c'est que tu as une bonne équipe autour de toi qui te forme. Justement, j'ai un beau projet. Et ce qui était drôle, c'est que j'avais écouté une conférence d'une ergothérapeute, Joanne Desrosiers, qui est devenue ma co-directrice de maîtrise et qui est encore une amie aujourd'hui. Et j'avais trouvé cette femme-là fantastique. Je m'étais dit, si un jour je fais des études graduées, c'est avec elle. Et là, cette journée-là, Docteur Mathieu m'arrive qu'il y a un projet avec Joanne Desrosiers. Alors, je suis ressortie et c'est comme ça que je suis tombée dans Potion magique parce que sinon, je pense pas que ça aurait été ma clientèle de prédilection parce que j'étais ergothérapeute en pédiatrie. Donc, pour moi, c'était naturel. Et depuis ce temps-là, en fait, je suis en maladie neuromusculaire. Alice Augusta Ball est une chimiste afro-américaine qui a contribué à la découverte d'un traitement contre la lèpre. Née en 1892, elle a 2 frères aînés et une sœur cadette. Son père était avocat, rédacteur en chef et photographe célèbre. Son père fut le premier à utiliser le processus de daguerréotype permettant d'imprimer des images sur des plaques métalliques. La famille déménagea en 1905 à Seattle, où elle put terminer son lycée avec excellence en sciences. Par la suite, elle s'inscrit à l'Université de Washington, où elle obtient un baccalauréat en chimie pharmaceutique et un 2e en pharmacie. Elle réussit à co-publier avec l'un de ses professeurs de pharmacie un article dans le Journal of the American Chemical Society. Pour cette époque, publier un article pour une femme afro-américaine était un exploit remarquable. Elle fut ensuite la première femme ainsi que la première afro-américaine à recevoir une bourse de l'Université d'Hawaï pour y faire une maîtrise en chimie. Elle fut approchée par un médecin qui soignait les gens de la lèpre. Ce médecin était peu satisfait des résultats que lui offrait la simple huile de chaumoule gras. À l'état pur, l'huile causait des brûlures, des douleurs ou des vomissements, dépendamment de l'administration. Ce médecin avait besoin d'une assistante pour isoler les composés actifs de l'huile de chaumoule gras, afin d'éviter les effets secondaires. Ball étudia la composition chimique de cette huile et mit au point une nouvelle technique pour l'isolation de composés actifs. La méthode qu'elle utilisa pour isoler ces composés se fit surnommer la méthode Ball. Son travail permit de développer le traitement le plus efficace contre la lèpre, qui pouvait maintenant être injecté dans la circulation sanguine. Grâce à la méthode Ball, un remède existait maintenant pour soigner les personnes atteintes de la lèpre. Alice retourna ensuite à Hawaï en tant que chercheur-professeur. Elle mourut prématurément un 31 décembre 1916 à l'âge de 24 ans. La cause de sa mort reste incertaine. Selon son certificat de décès, sa mort aurait été causée par la tuberculose. Cependant, ce dernier a été modifié et des écrits suggéraient que la cause de sa mort serait un empoisonnement au chlore utilisé en laboratoire. Alice n'a pas eu le temps de publier ses recherches avant son décès. Arthur L. Dean, chimiste et président de l'Université d'Hawaï, poursuivit ses recherches et produisit de grandes quantités du traitement à base de l'huile de chaumoule gras. Il renomma le processus méthode Dean et il publia ses recherches sans mentionner le nom d'Alice. La méthode qu'avait trouvée Alice pour isoler les composés de l'huile de chaumoule gras est resté le traitement de choix pour la lèpre jusqu'en 1940. Malgré sa courte carrière, ses recherches ont pu aider directement les 8000 personnes diagnostiquées de la lèpre. En 2000, l'Université d'Hawaï a finalement rendu hommage à cette femme remarquable avec une plaque accolée sur le seul arbre de chaumoule gras situé derrière l'université. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre implication avec le projet Expo Science? Quand j'ai été à secondaire 5 dans une école différente, j'étais en pensionnat. Puis, ça a été, dans le fond, ma première exposition à Expo Science. On avait une petite Expo Science locale. Et je ne sais pas pourquoi exactement, mais j'avais décidé de le faire sur la génétique. Donc, c'était prédisposé, mais là, on parle de la couleur des yeux, est-ce qu'on est capable de se rouler la langue ou pas. On avait gagné le premier prix. Alors, ça aussi, ça m'a peut-être aidé à me dire, finalement, je suis pas si pire que ça. Mes enfants ont commencé un programme où l'Expo Science, en fait, fait partie du programme obligatoire. Je trouve ça tellement intéressant, cette formule-là pour avoir une première exposition à la science, à faire des projets qui les touchent. Puis j'ai mentoré différents étudiants, dont mes enfants, mais pas toujours mes enfants. Mais c'est vraiment le fun de leur faire penser à un projet. Puis c'est tellement une belle expérience à la fois au niveau, oui, de la science, mais personnel. Tu sais, les enfants partent en gang à Montréal, aller rencontrer plein de monde. Puis, tu sais, après ça, c'est les Expos Sciences canadiennes. Ils rencontrent des gens, puis ils gardent des contacts. Moi, les gens que j'ai côtoyés ont gardé des contacts pendant très longtemps avec d'autres exposants. Ça permet aussi, dans le fond, d'être capable de défendre nos idées.
Puis ça, je l'ai vu par la suite, ils ont acquis une assurance à défendre leurs idées parce qu'ils ont 5 juges à chaque évaluation qui les questionnent, qui les challenge, d'être capable de prendre aussi cette critique-là, de ne pas le voir personnel, mais de voir que c'est une question. Fait que ça permet aussi de voir que la science s'applique partout. Mais je pense qu'elle n'est pas encore assez amenée au terrain où les jeunes s'intéressent à, ça va être le maquillage, ça va être le sport, ça va être la lecture. Il y a des expositions pour à peu près tout. Fait que c'est là que moi, dans mon parcours, j'aimerais ça, à un moment donné, retourner dans les écoles puis refaire ou aider les jeunes à développer ça en lien avec leur intérêt puis leur passion. Parce que si moi, je n'avais pas l'intérêt des maladies rares, je veux dire, je ne serais pas une bonne chercheure. Là, les gens sont venus me toucher, les patients sont venus me toucher, puis maintenant, c'est comme, c'est vraiment intéressant, puis il faut que je le fasse pour eux, puis je trouve ça intéressant de m'intéresser à ce qu'ils vivent. Mais ça, je pense que c'est la première clé pour aimer ce qu'on fait. On pourrait croire que le travail de recherche est vraiment très seul, individuel, mais vous avez parlé beaucoup de travail d'équipe. Pouvez-vous un peu élaborer là-dessus? C'est vrai qu'antérieurement, les projets étaient plus monodisciplinaires, mono-chercheurs. Mais ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est que les problèmes sont complexes. Hein? Puis pour étudier la complexité, on est rarement très bon seul. Si je veux savoir pourquoi les gens, dans le fond, vont être amenés à moins sortir, moi, je peux regarder, est-ce qu'ils ont un fauteuil roulant? Est-ce qu'ils ont de la difficulté à manœuvrer leur fauteuil roulant? Mais il faut aussi que je regarde au niveau de la ville. Est-ce qu'ils vont gratter souvent? Est-ce qu'il y a des passages pour les fauteuils roulants? Donc ça demande des compétences différentes. Donc, c'est des chercheurs différents qui vont répondre. Donc, le travail de collaboration, en fait, est important à ce niveau-là. Le deuxième travail de collaboration que j'ai la chance, en fait, d'avoir une équipe de professionnels de recherche qui me permettent, en fait, d'être beaucoup plus effectif. Parce que si je veux faire un projet de recherche, j'ai besoin de recruter des patients. Donc, j'ai besoin de les appeler, j'ai besoin de leur expliquer le projet. J'ai besoin de gens qui prennent les mesures. Donc, si je veux faire un bilan musculaire quantifié, j'ai besoin d'un physiothérapeute. Si je veux faire un test de déglutition, souvent, je vais avoir affaire à une nutritionniste. Si je veux évaluer la participation sociale, je vais avoir une ergothérapeute. Donc, pour passer les différents questionnaires, j'ai besoin de gens. Par la suite, j'ai besoin de quelqu'un qui va prendre tout ça, puis qui va mettre ça dans un beau logiciel et qui va nous donner des réponses. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui est bon en statistique. J'ai besoin de quelqu'un qui écrit les papiers. Et dans mon équipe, on a vraiment des gens qui sont associés à chacune de ces tâches-là, mais beaucoup en collaboration. Moi, je favorise beaucoup que l'ensemble des professionnels de recherche se posent des questions, se répondent. On refait une réunion spéciale pour comprendre. Puis c'est vraiment là qu'on est capable de cerner mieux la complexité des phénomènes qu'on étudie. Puis le troisième travail collaboratif, je pense, c'est vraiment entre les individus, pas au niveau de la science, mais au niveau du développement de leurs compétences. Tu sais, quand tu observes quelqu'un qui en a fait longtemps, quand tu jases avec, ça, c'est l'aspect, dans le fond, de collaboration, mais au niveau plus personnel, mais ça nous permet aussi d'être des meilleures personnes et des meilleurs chercheurs ou des meilleurs professionnels. Je pense que c'est les 3 niveaux là, de travail d'équipe dans la recherche. Donc, merci beaucoup, Cynthia, d'être venue, avoir pris votre temps pour répondre à nos questions. Ce fut très intéressant. Merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler des femmes en sciences. Au revoir.